France 24. Cela ne fait plus de doute, Christine Lagarde devrait être élue directrice générale du Fonds monétaire international. La Française devrait l'emporter sur le Mexicain Agustín Carstens. Elle a reçu aujourd'hui le soutien des États-Unis et comme le veut la tradition, c'est donc une Européenne qui va prendre la succession d'un Européen qui était Dominique Strauss-Kahn. Alors que peut-on attendre de Christine Lagarde dans la gestion de la crise financière que traverse l'Europe et le reste du monde? Sera-t-elle sensible aux souffrances des populations à qui l'on impose de drastiques plans d'austérité? Plus largement, à quoi sert aujourd'hui le FMI? Peut-on se passer de cette institution? Et surtout, le FMI est-il efficace économiquement? Je vous présente nos invités. Stéphanie Antoine, bonsoir Stéphanie. Vous êtes notre spécialiste économie. Vous avez écrit Dominique Strauss-Kahn au FMI, Histoire d'une Renaissance aux éditions du Seuil. Vous avez suivi durant un an l'ancien directeur du FMI. Jacques Cossard, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Conseil scientifique d'Attaque France et selon vous, vous nous l'expliquerez, le FMI est inefficace sur le plan économique. Il faut entièrement repenser l'institution. Il faut qu'elle soit fondée sur le partage des richesses. Philippe Dessertine, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut des hautes finances. Vous êtes l'auteur de Le monde s'en va en guerre et c'est aux éditions Anne Carrière. Et vous, vous défendez l'action du FMI. Vous nous expliquerez pourquoi. Et puis nous sommes en direct d'Athènes avec Takis Brastos. Bonsoir. Vous êtes économiste et vous, Takis Brastos, vous nous parlerez ce soir du plan d'austérité que vous impose aujourd'hui le Fonds monétaire international. Merci d'être avec nous en direct d'Athènes. Christine Lagarde donc est en passe de devenir la future directrice la directrice du FMI, du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, 55 ans, actuelle ministre de l'économie, très appréciée à l'international. Tout de suite, son portrait avec Pierrick Laurent et Claire Bonichon. 1999, Christine Lagarde vit à Chicago. Elle n'est pas encore connue du grand public, mais cette avocate de formation, spécialisée en droit des affaires, vient de s'imposer au sein du prestigieux cabinet d'avocats américain Baker & McKenzie. Elle en est la présidente, une petite révolution dans un univers très masculin. Ces principes de fonctionnement sont en train de disparaître. Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. En 2005, Christine Lagarde fait son entrée au gouvernement. Elle, qui n'a jamais fait de politique, devient ministre du Commerce extérieur. Je suis ravie de cette modification brutale de carrière à laquelle je suis préparée parce que je pense que c'est dans l'intérêt du pays que toutes les bonnes volontés se rassemblent. Préparée, Christine Lagarde n'évite pourtant pas les couacs, comme lorsqu'elle est rappelée à l'ordre pour avoir critiqué le droit social français, trop protecteur selon elle. En 2007, Nicolas Sarkozy l'a fait monter en grade. Après un passage éclair à l'agriculture, cette mère de 2 enfants devient la première femme ministre de l'économie et des finances. 4 ans plus tard, ses interlocuteurs en France et à l'étranger apprécient sa parfaite maîtrise de l'anglais et tous reconnaissent sa maîtrise des dossiers. J'ai beaucoup d'estime pour la ministre française des Finances et cela ne date pas d'hier. Mais ce n'est pas une annonce de candidature, simplement une remarque d'ordre général. Seule ombre au tableau, son arbitrage controversé dans le règlement de l'affaire Tapie. La Cour de justice de la République dira le 8 juillet si elle lance ou non une enquête pour abus d'autorité. Philippe Dessertine, est-ce que le choix de Christine Lagarde est un bon choix ? Donc c'est un choix en tout cas qui est un choix pertinent, on va dire, puisque c'est une Européenne. C'est une Européenne alors que manifestement les Allemands ne voulaient pas assumer le rôle de chef de file du FMI et donc d'imposer à un certain nombre de pays d'Europe des mesures de rigueur très dures. En dehors de l'Allemagne, c'était bien que ce soit la France. C'était bien aussi parce que la fin du mandat de Dominique Strauss-Kahn a été celle que l'on sait et que pour la France, il était probablement meilleur de quitter la scène internationale puisque très probablement quand même cette directrice du FMI, si tant est qu'elle soit choisie, sera probablement la dernière européenne avant longtemps. Il était bien que ce soit la France aussi qui conclue cette phase européenne du FMI. Jacques Cossard, est-ce que c'est un bon choix, le choix de Christine Lagarde ? Je ne sais pas si c'est un bon choix. Attaque, on a dit que ça allait être pire qu'avec Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas, moi, c'est pas moi qui ai dit ça à Attaque. Je ne sais pas si ça va être pire que Dominique Strauss-Kahn. La question ne se pose pas comme dans ces termes-là, selon moi.
Christine Lagarde, je ne la connais que comme tout le monde, comme ministre des Finances. Elle fait une politique ultralibérale, tout à fait favorable au marché financier, etc. Donc on imagine fort bien que ce qu'elle va faire au FMI. La question n'est pas tellement de savoir si c'est un bon choix ou non pour le Fonds monétaire international. Martine Aubry, dont on nous dit qu'elle est comme maintenant candidate à la candidature à la présidence de la République française, nous avait dit que c'était un bon choix. Moi, je ne suis pas véritablement de cet avis. Je pense surtout que mais on y reviendra ultérieurement, vraisemblablement, la question est de savoir à quoi sert le FMI. Vous avez dit tout à l'heure qu'on pensait que le FMI ne servait à rien. Si, je pense qu'il sert à quelque chose. Malheureusement, il sert dans le mauvais sens. Et je ne crois pas que Christine Lagarde influera dans un sens différent, donc dans le bon sens, puisque je vous disais à l'instant que selon moi, c'était un mauvais sens que les plans structurels ou leurs différentes variantes que le FMI impose avec sa Donc pour vous, sa si je vous comprends bien, ce n'est pas une consorte. question de personne finalement, Non, c'est une question de politique Absolument, moi, du je FMI, n'ai- que ce soit Dominique je n'ai- Strauss-Kahn ou finalement Augustin Carstens ou Christine Lagarde, finalement ce sont tous les mêmes. À peu près, oui. Tous ceux qui étaient candidats, que ce soit indépendamment du fait que ce soit un homme ou une femme, ou etc. Et moi, un peu je m'inscris un petit peu à l'encontre de ce que disait Philippe de Sertine à l'instant. Le fait que ce soit une Française ne me réjouit pas particulièrement. Si on a une institution internationale, et nous devons avoir une institution internationale qui s'appelle le FMI, je suis pour que ceux qui le dirigent, ceux qui viennent, représentent l'ensemble de l'humanité. L'Europe et la France en particulier dirigent le FMI depuis sa création, vous le rappeliez tout à l'heure. Ça n'est pas une bonne chose pour moi que de mettre ça en place pour inaugurer une coopération internationale. Takis Brastos, vous êtes avec nous donc en direct d'Athènes. La Grèce, qui dépend aujourd'hui du FMI, qui lui a prêté de l'argent, un prêt de 110 milliards d'euros, alors qu'il n'a pas été prêté entièrement par le FMI. Il y a aussi les Européens qui ont mis la main à la poche et des créanciers privés. Est-ce que l'élection de Christine Lagarde, qui devrait maintenant se confirmer sous peu, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pour vous, les Grecs, eh bien, ça n'a absolument, là encore, aucune importance, que ce soit elle ou un Augustin Carstens ou un DSK, le problème reste le même pour vous? J'ai l'impression que connaissant bien la réalité grecque, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, puisque étant ministre de l'économie en France, elle connaît bien la réalité grecque. Mais ces dernières déclarations, je pourrais dire qu'elles ont été un peu dures concernant l'application du plan d'austérité. Stéphanie Antoine, quelle sera sa ligne à Christine Lagarde? Est-ce qu'on peut penser qu'elle sera dans la même ligne que Dominique Strauss-Kahn, qui a été plutôt souple, qui a été plutôt un réformiste, ou est-ce qu'elle sera dans une ligne plus orthodoxe, plus stricte? Mais elle soutient qu'elle sera dans la ligne de Dominique Strauss-Kahn. C'est un petit peu le discours qu'elle a tenu pendant les 10 jours pendant lesquels elle a fait campagne, ce qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir le soutien de la Chine, par exemple. Donc elle veut poursuivre les réformes qu'il a déjà largement entamées, que ce soit au niveau des quotas, c'est-à-dire une meilleure représentation des pays émergents, en tout cas, donc c'est ce qu'elle a dit. Également le FMI comme, je dirais, colonne vertébrale du G20, parce que ça c'est un fait depuis la crise de 2008, et c'est vrai que Dominique Strauss-Kahn avait joué un rôle très important pour faire en sorte que le FMI participe à la fois à l'élaboration des travaux du G20 et également à en assurer la continuité. Et puis on est vraiment dans cette ligne d'un FMI qui doit être donc le sorte de pompier de la planète, avec 750 milliards de dollars de ressources depuis le G20 de Londres. Ça aussi, c'était Dominique Strauss-Kahn, mais aussi Gordon Brown, à l'époque, le Premier ministre britannique, et puis les Américains avaient fortement soutenu le fait que le FMI soit véritablement une institution qui intervienne de manière assez massive au moment de la crise économique. Donc elle a soutenu ce discours. A priori, elle devrait s'y tenir. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est finalement celui qui incarnait, qui incarne toujours, parce que la nomination n'est pas encore officielle, les pays émergents, donc Augustin Carstens, a beau être un Mexicain, lui, il incarnait tout de même l'école de Chicago. Donc
C'est quoi l'école de Chicago? L'école de Chicago, ce sont les ultra-libéraux, les monétaristes. Donc si vous voulez, plus libérale que Christine Lagarde, qui finalement incarne un petit peu plus le keynésianisme, parce que c'est vrai qu'on se souvient de Dominique Strauss-Kahn et les plans de relance de 2008, elle serait plus dans cette veine-là, alors que Augustin Kirstein, alors qu'il incarne les pays émergents, eh bien lui est plus dans l'orthodoxie. Donc ce qui prouve bien que les choses ne sont pas si simples, et en l'occurrence, les pays émergents, en fait, s'y sont un petit peu mal pris, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas unis au départ autour d'une candidature, tout simplement parce que, eh bien, entre la Chine et l'Inde, eh bien, vous avez des oppositions très fortes. Les Indiens ne vous souhaitaient pas soutenir les candidats chinois, les Chinois ne souhaitaient pas soutenir un candidat indien. Là, vous aviez une vraie rivalité, et le Brésil a fini par soutenir Christine Lagarde en étant extrêmement discret, parce que c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on aurait plutôt pensé voilà, que le Brésil, c'est un Mexicain, donc il fallait tout de même faire attention aux susceptibilités de l'ensemble des pays d'Amérique latine, mais au final, ils ont finalement soutenu Christine Lagarde. Donc les choses ne sont pas si simples. À l'époque, en tout cas, de la nomination de Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai que ça devait être le dernier Européen à prendre les rênes. Philippe de Sertine, c'était déjà le cas de Rodrigo Derato, d'ailleurs, en 2015. Est-ce qu'on s'est justement pas moqué un peu des émergents? On leur avait promis le poste, et voilà qui leur passe sous le nez. Non, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de la situation qui est la nôtre en ce moment. Nous sommes dans une situation d'une crise gravissime. Gravissime. La crise grecque est quelque chose qui est extrêmement complexe, dont on attend encore des ramifications probablement dans les jours qui viennent, ou en tout cas dans les semaines qui viennent. Tous les pays européens sont sous le feu des agences de notation. Effectivement, au sommet de Londres, les Européens s'étaient prononcés en 2008 pour que le FMI intervienne fortement dans le règlement de la crise européenne. Et pour ce faire, ils en avaient accepté le refinancement. Il faut le rappeler, l'Europe est évidemment le grand minoritaire, 40% des voix. Si vous rajoutez l'Europe plus les États-Unis, ça fait 57%. De toute façon, l'Occident peut parfaitement verrouiller, s'il le souhaite, l'élection au FMI. Donc là, nous sommes dans des circonstances. Je ne sais pas si on peut voir d'ailleurs pour voir comment fonctionne aussi cette élection du directeur du Fonds monétaire international, c'est qu'il y a en fait des quotes-parts, c'est ça, un pourcentage de vote, et je crois qu'on a un tableau, si on pouvait le voir, ça serait très bien, où les États-Unis, par exemple, sont majoritaires. Je crois qu'ils ont 16%, c'est ça, Stéphanie? 17%. C'est surtout si vous me permettez, c'est surtout qu'ils ont un droit... Voilà, on découvre le tableau, là. Un droit non pas légal, mais un droit effectif de blocage, puisqu'il suffit de 15% pour mettre ça ne s'appelle pas veto, mais pour empêcher qu'une... Donc les États-Unis ont la possibilité de faire un barrage systématique à toute décision qui ne leur conviendrait pas. Jacques Ossat, vous pensez aussi qu'on s'est moqué des émergents ? Je ne sais pas si on s'est moqué des émergents en ne donnant pas le poste. Pour ma part, je suis très heureux que le candidat vous venez de le décrire parfaitement bien, mexicain ne soit pas nommé. C'est effectivement l'archétype, non pas d'un pays émergent, mais l'archétype de l'école de Chicago. C'est vous-même qui l'avez dit, je ne me serais pas permis de le dire, mais c'est véritablement... et s'il n'a pas eu l'assentiment d'autres pays, vous avez glisser rapidement sur le Brésil, c'est parce que je ne prétends pas que le Brésil soit à l'avant-scène des pays progressistes en matière économique, mais enfin, nommer Carsten, ça aurait été véritablement une procuration. Si on s'est moqué d'eux, vraisemblablement un petit peu, mais on se moque surtout d'eux, en particulier pour la Grèce, qui n'est pas un pays du Sud, entre guillemets, mais on se moque surtout d'eux quand le FMI agit comme il l'agit, mais on y reviendra sans doute plus tard. Philippe de Sertine. Oui, je pense qu'en réalité, la notion de pays émergent, on s'en rend compte par exemple dans des institutions de ce type, n'a pas un réel sens, c'est-à-dire que les pays émergents, c'est une diversité, à la limite c'est une invention d'Occident, en disant nous sommes l'Occident et il y a les autres qui s'appellent les émergents. Absolument, entre l'Inde et la Chine. On est vraiment dans deux mondes différents. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un moment de rééquilibrage du monde et qu'en pleine crise, ce rééquilibrage ne semblait pas encore mûr pour donner lieu à une redistribution des cartes au sein du FMI. Je crois qu'il faut d'ailleurs vraiment le dire et le redire, c'est sûrement l'intervention allemande très forte dès le début de, on va dire entre guillemets, la crise à la tête du FMI, c'est-à-dire lorsque l'affaire Strauss-Kahn a démarré, dès le lundi suivant ce fameux dimanche, ce funeste dimanche de New York, Angela Merkel a pris immédiatement position en disant, dans l'état actuel des choses, il est hors de question que le FMI, entre guillemets, échappe à un Européen. C'est-à-dire que nous avons un dossier qui est tellement brûlant à gérer que le FMI
est un des acteurs fondamentaux. Et il est absolument fondamental aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que Madame Lagarde ou quelqu'un d'autre qui était en tout cas dans le paysage européen gère au plus vite cette crise en connaissant exactement les tenants et les aboutissants, en connaissant aussi les acteurs, parce qu'il faut le rappeler toujours, ces crises sont gérées entre personnes. Ce ne sont pas des crises seulement techniques, ce sont des décisions qui sont à prendre, ce sont des gens qui s'engagent, ce sont des gens qui prennent des risques. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est bien finalement que ce soit une européenne, parce qu'aujourd'hui, la crise est concentrée, en Europe. Takis Brastos, Si vous oui, me Jacques Cossard. permettez, non, je ne crois pas, moi, que ce soit bien que ce soit une européenne, parce que c'est au contraire, ou un européen, c'est pas parce que c'est Madame Lagarde, je crois au contraire qu'on accentue là, encore une fois, la dérive qui est funeste, de mon point de vue, de cette organisation compétitive. Philippe de Sertine met en évidence, et il a raison de ce point de vue, que c'est bien que l'on ait une européenne. Pourquoi ? Parce qu'une européenne va veiller comme le lait sur le feu à ce qu'il ça se passe bien pour eux. Mais l'Europe, ne l'oublions pas, représente quoi ? 600 millions d'habitants sur... Vous voulez dire qu'il y a d'autres crises à Ben, travers bien le sûr, monde. bon sang. Pourquoi finalement Bien on sûr. focalise de mesure, en fait. Deux poids, deux mesures, c'est surtout qu'on abandonne ce qui me paraît essentiel à mes yeux aujourd'hui et demain et hier aussi, qui n'a pas été appliqué, c'est une pratique de coopération beaucoup plus que de compétition. Or là, on entre. Nous y sommes divers très largement, mais on confirme la compétition. Il nous faut une européenne, parce que l'européenne va défendre ce que nous avons à défendre. Je crois vraiment que c'est lié à cette période. C'est une période absolument exceptionnelle que l'on vit. Vous avez raison, pendant longtemps, les Européens ont dit d'ailleurs, il faut que ce soit un Européen à la tête du FMI, parce que les affaires dans lesquelles le FMI va intervenir sont non européennes. Justement, on intervenait dans d'autres... Exactement. Mais là, nous sommes dans un moment historique. Je crois que vraiment, on ne le mesure pas assez, peut-être en France, à quel point, aujourd'hui, la crise de la dette européenne est une crise absolument dramatique qui menace l'équilibre mondial et pas simplement l'Europe. Et donc, c'est vraiment ces circonstances exceptionnelles qui font dirigeants exceptionnels. Mais qu'est-ce que l'on va faire ? Pourquoi est-on dans cette crise de la Grèce ? N'oublions pas que le Japon, par exemple, a une dette de 200% de son PIB. Donc, et que la dette de la Grèce, je regardais ça en venant, c'est... 130%, je crois. Non, 2,5 ou 3% du PIB de la zone euro. Donc, c'est-à-dire, passez-moi l'expression, c'est que dalle. Donc, si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que on est dans une pratique qui ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire pour que le monde vide dans un autre... Bien sûr que c'est européen, vous avez parfaitement raison. Il faudrait être stupide pour le contester. Mais est-ce que c'est parce que c'est européen ? Vous disiez à l'instant, à juste titre, ce sont les Européens qui financent l'essentiel. Mais enfin... Est-ce que c'est pas la Chine qui finance l'essentiel ? Non, pas du FMI. Mais je ne parle pas du FMI. Je ne parle pas du FMI. Je parle de... Et donc, par voie de conséquence... pour partie ou par ricochet, que la Chine aujourd'hui, si la Chine aujourd'hui avait dit aux États-Unis, dans des réunions secrètes comme ils en ont le secret, si je veux dire, écoutez, il est entendu que pour le FMI, ça sera un tel ou une telle, les États-Unis n'auraient pas donné leur accord à Madame Lagarde. Et que parler de candidature chinoise pendant un certain temps. Hein. Ouais. Oui. Avant de refermer la première partie de ce débat, je voudrais qu'on reparte à Athènes retrouver Takis Brastos. Alors Jacques Cossard le disait à l'instant, est-ce que vous avez l'impression que le FMI se moque de vous ? Vous prêtez cet argent et vous demandez les sacrifices qu'on vous demande en ce moment, notamment des baisses de salaire, des privatisations à tout va. Est-ce que le FMI se moque de vous, Monsieur Brastos ? Je ne pense pas qu'il se moque de nous. Simplement, le plan d'austérité n'a pas très bien été élaboré. C'est-à-dire, il n'a pas tenu compte des spécificités de la Grèce et des structures de la Grèce. Ça, c'est un problème. Et après un an de fonctionnement du plan d'austérité, on voit bien que ça n'a pas très bien marché. Tout d'abord, on est tombé en dehors des objectifs et sur le plan de la récession, dans les 3 années entre 2009 et 2011, la récession sera de l'ordre de 11% et le coût social pour diminuer le déficit budgétaire est trop grand en comparaison avec le résultat.
En fait, on a diminué réellement 3% le déficit budgétaire et on a baissé à 10% et demi avec un coût social très élevé. D'accord, une dette. Oui. On va reprendre ce débat, Monsieur Brastos. On a compris, hein, les déficits publics ont été réduits. C'est ça, Philippe Dessertine, en Grèce, à l'issue donc de ces 1 an de plan de sauvetage. En revanche, la dette est toujours aussi importante. La nomination de Christine Lagarde devrait normalement être annoncée dans une quinzaine de minutes par le porte-parole du Fonds monétaire international. Nous devrions donc suivre ensemble cette annonce en direct de Washington. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre débat consacré au FMI. On se posera la question: à quoi sert précisément le FMI? Est-il efficace économiquement? A tout de suite.